emploi et handicap de la formation à l'insertion professionnelle. Où en est-on en Corse? On en parle avec nos invités. De suite. Bonjour à vous si vous nous rejoignez pour cette deuxième partie de Via Nova au sommaire, Caroline. Emploi et handicap, alors quels freins mais surtout quelles opportunités pour ce public particulièrement touché par le chômage? On fait le point avec nos invités dans quelques instants. Et en troisième partie, nous recevrons l'association Les Chevaliers du Ciel qui a pour but de porter un projet pédagogique associé à des tours aériens effectués par des enfants en situation de handicap. Vous pouvez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux, nous poser toutes vos questions. Et puis, comme chaque jour, nous commençons par la revue de presse. Ah, ma chère Marie-Jo, la presse est toute jaune aujourd'hui. Il y a plein de jaune partout, du jaune, du jaune, du jaune. Ça, c'est vrai. Hein, on est d'accord. Oui, c'est l'information qui domine. Elle domine d'ailleurs, elle chasse tout le reste de toutes les unes. On n'a absolument que des gilets jaunes. Alors, on commence avec le journal du dimanche, qui se concentre sur la réplique du pouvoir. Le JDD détaille le bilan, un mort, 227 blessés, avant d'affirmer que face à une fronde finalement limitée, Matignon garde le cap. Et enfin, évidemment, que la popularité de Macron et de Philippe chute encore. Alors, depuis le bilan s'est alourdi, on n'est plus à 227 blessés, on est à pratiquement 400. Et encore un blessé grave cette nuit. Mais voilà, le gouvernement, en tout cas, garde son cap. Mais oui, mais alors comment il réagit, ce gouvernement? Mollement, hein, mollement. Il ne se remet pas tellement en question, finalement. Oui, tout à fait. Le Figaro titre d'ailleurs Gilets jaunes, l'exécutif cherche une réponse. Et puis après, le quotidien développe comme ça. Après un week-end de mobilisation et de blocage émaillé d'accidents dramatiques, le Premier ministre a déclaré dimanche soir comprendre la colère, mais maintenir le cap. Rien ne bouge. Et non, c'est un petit peu ce que souligne aussi l'opinion, avec ce titre, Macron obligé de tenir bon. Macron, bien sûr, il tient bon, mais regarde ce dessin qui est quand même assez intéressant. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, il y a sans emploi, sans logement, sans papier, sans plomb. Tout ça s'additionne pour donner finalement un sans culotte. Voilà, alors c'est une espèce de Macron, apprenti sorcier, apprenti chimiste, qui joue avec le feu en élaborant un mélange finalement extrêmement explosif qui amène à une première révolte, peut-être un jour à une révolution. Bon, donc l'attitude du gouvernement est plutôt mal perçue, non? Oui, très mal perçue. Libération d'ailleurs titre carrément Macron à contresens. Une métaphore routière qui laisse ensuite une place à l'analyse. Cette analyse, c'est celle-ci. Après la mobilisation de près de 300 000 personnes ce week-end, l'exécutif cherche la parade pour ne pas apparaître coupé des réalités. Tout ça sur fond aussi de chute de popularité. Alors comment tout ça va-t-il évoluer? Bien justement, la Croix s'interroge sur l'après, ce week-end, mais qu'est-ce que tout ça va devenir? Donc gilets jaunes et maintenant. Alors le quotidien revient sur ce mouvement de protestation qui est relativement informel, finalement assez peu organisé et qui suggère que son avenir est tout à fait incertain. L'Humanité a choisi aussi absolument de traiter cette question avec que faire de cette colère. Et l'UMA propose un coup de projecteur sur ce mouvement qui est constitué de personnes qui viennent vraiment de tous les horizons, notamment des classes moyennes qui sont peut-être un petit peu moins présentes d'habitude dans la rue, mais qui en ce moment sont totalement excédées. Alors on termine avec un média incontournable. Voilà, c'est évidemment le plus sérieux de cette revue de presse, vous l'imaginez bien. Corse Machin, qui évidemment a été tout à fait inspiré par cette mobilisation. Vous l'avez vu, c'était juste avant le week-end. Gilles est jaune. Voilà, il fallait quand même la faire. C'est vrai qu'elle est pas mal. Alors, évidemment, ça a été suivi par une autre image dont seul Corse Machin a le secret, qui a été actualisée pour l'occasion. Un Ajaxien arrive en centre-ville au bout de 2 ans et demi. Rien à voir avec les Gilets jaunes. Je suis juste passé par Mezzaville. Sauf qu'aujourd'hui, grâce à Sébastien Pisani et à son émission Agora, on sait enfin qui se cache derrière Corse Machin et qui se moque des Ajaxiens. D'ailleurs, c'est un Bastiais. On regarde une petite partie de la vidéo de Sébastien. Nicolas Pancrazi, comment dire, je vous remercie nécessairement car nous assistons à un coming out télévisuel. Voici donc le créateur de Corse Machin. Corse Machin qui a donc été créé, 3 ans, qui est livré sur Internet, en version papier, c'est encore le cas? Il y a déjà 5 volumes qui sont sortis, effectivement. Très très bien. Et distribué gratuitement. Parce je pense qu'on peut tout à fait vous assimiler à une forme de contestation. Enfin, vous nous en direz davantage.
Voilà, c'était Nicolas Pancrazzi. Nico a fait son coming out télévisuel auprès de Sébastien Pisagne et Julien Hosty. Évidemment, l'a épinglé. Regardez ce petit dessin. Personne ne doit savoir, mon identité doit rester secrète. En même temps, tout le monde sait que c'est toi, Corse Machin. Voilà, ben maintenant, pour ceux qui ne le savaient pas, en tout cas, vous verrez, vous aurez un visage à mettre derrière ces unes qui nous ont fait rire déjà depuis 3 ans et j'espère que ça continuera encore longtemps. On en est sûr. Merci beaucoup. Ah d'accord, ok. Non. Vous êtes fait sans, vous ne saviez pas que c'était Nico. Exactement. Ben non, on sait qui est Batman maintenant. Voilà. C'est ça aussi. Et Zorro. Oui. À demain, Marie-Jo. À demain. Allez, super. Il est midi presque 31. C'est l'heure du débat de Vianov. Prenez place. Venez, mesdames. Alors aujourd'hui s'ouvre la 22e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Même si les chiffres progressent, ce public reste très touché par le chômage. Quelles solutions s'offrent aux personnes en situation de handicap, de la formation à l'insertion professionnelle? On pose la question à nos invités. Christine Lévy-Fieschi, conseillère mobilité, carrière et coach professionnel au sein de l'Académie de Corse. Bonjour, Christine. Isabelle Rizzo, agent de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts, la DRAF. C'est bien cela. Bonjour. Isabelle, mais aussi ambassadrice handicap et compétences. Et Pascal Luciani, bonjour, présidente de l'association Avancem. Alors merci mesdames d'avoir accepté notre invitation. Quelques points chiffrés. En 2018, 514 000 personnes handicapées sont inscrites au Pôle emploi, ce qui représente un taux de chômage de 19%, 2 fois supérieur à la moyenne nationale. En Corse, les personnes handicapées, un peu plus de 2000, représenteraient entre 8 et 9% des demandeurs d'emploi. Isabelle Rizzo, un mot peut-être sur le contexte, la situation insulaire présente-t-elle de grandes différences avec le continent? Alors, moi je suis fonctionnaire donc, du ministère de l'Agriculture et concernant la fonction publique, je pense qu'il y a déjà eu pas mal d'avancées pour le recrutement des personnels handicapés et moi-même j'en suis l'exemple puisque j'ai été recrutée en ayant déjà ce problème et j'ai été accompagnée tout le long de ma carrière. J'ai bénéficié donc du télétravail quand cela était nécessaire. Maintenant, c'est une autre étape, c'est l'adaptation de mon poste de travail. Donc, j'ai eu des rendez-vous avec la SAMET, j'ai vu un ergothérapeute et mon administration donc s'occupe via le fonds d'insertion, le FIPH, de financer toute cette adaptation de mon poste de travail. Pour le secteur privé, j'avoue ne pas être au fait pour tout ce qui est chiffres. Mais moi, dans mon rôle d'ambassadrice handicap et compétences, qui est un réseau au sein du ministère de l'Agriculture, je veux qu'on puisse pouvoir parler de ce problème et que des personnes puissent être reconnues travailleurs handicapés. Et le médecin de la prévention a, je crois, un rôle primordial dans toute la démarche qui après va suivre à l'intégration de la personne en situation de handicap. Et son accompagnement. Christine Lévy-Fieschi, même question pour vous. Est-ce que la situation en Corse présente des particularités par rapport à celle du continent? Alors, tout d'abord, il faut savoir que les employeurs publics mènent une politique forte d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Et en Corse particulièrement, puisque le taux est de 8,9%, je crois, alors que l'obligation légale est à 6%. Donc on est au-dessus de la moyenne nationale pour, en tout cas, les collectivités. Le premier emploi est un emploi public en Corse. Exactement. Christine. Et concernant les chiffres, il est important de souligner, je travaille au sein de l'éducation nationale et de la jeunesse, nous avons atteint, pour l'Académie de Corse, un taux d'emploi de personnel en situation de handicap de 6,02%. Nous sommes classés au premier rang des académies nationales, au niveau national. C'est dire que notre académie s'implique fortement, tant en termes d'aménagement de postes de travail, en termes de recrutement, de maintien dans l'emploi et de poursuite
de la carrière sans discrimination. Alors, Pascal Luciani, vous êtes bien placé pour nous répondre sur la formation des personnes en situation de handicap qui est une des clés de l'insertion professionnelle. Quel travail faites-vous au quotidien au sein de l'association Avancem, qui est un atelier et chantier d'insertion? Tout à fait. Alors, si vous voulez, nous, quand on a monté cette association, on a fait un restaurant d'application. C'est-à-dire qu'on a pris le pari que dans notre région, c'était surtout la restauration et l'hôtellerie qui a été porteur d'emploi. Donc, on a proposé à des gens qui venaient de tous horizons, et des fois pas du tout du métier de la restauration, une formation complète. Alors, on travaille sur les référentiels de CAP, aussi bien salle que cuisine. Nous avons un encadrant cuisine et un encadrant salle, qui ont des références, qui ont entre 5 et 10 ans d'expérience. Le chef de restaurant, si vous voulez, et qui a les fonctions de CIP, conseiller en insertion professionnelle, est lui-même sorti d'une grande école hôtelière, et il a, lui, alors 30 ans d'expérience. Et on forme ces personnes qui viennent chez nous, et on a 24 mois scindés en plusieurs contrats pour les amener à une vraie formation, et on prend en compte leur handicap dans la mesure où on prend le temps de les former. On ne fait pas du forcing. S'il faut revenir en arrière pour reprendre des bases qui n'ont pas été vues ou qui n'ont pas été mémorisées complètement, on reprend le travail. En même temps, on les met en stage dans des restaurants ou dans des hôtels. Là, actuellement, on a 2 personnes qui ont été en stage à Paez et Dilave, qui a vraiment, je tiens à le souligner parce que c'est important quand même, hein, qui a vraiment joué le jeu et qui a été tellement contente d'une des personnes que nous lui avons mis en stage qu'elle lui a proposé un emploi. Justement derrière, ça s'est soldé par un emploi. Enfin, soldé, c'est plutôt bon. Ça aboutit à un emploi. Ça aboutit à un emploi. Soldé n'était pas le bon mot. Et combien d'élèves avez-vous? Nous en avons 12. Enfin, en fait, on a 10 ETP, emploi équivalent temps plein, mais ça fait 12 personnes parce qu'on a des contrats qui vont... Non, c'est des 16 heures, 24 heures et 35 heures. Et on a tout type de handicap, en fait. C'est des handicaps psychologiques ou physiques. Et c'est vraiment intéressant. Et du coup, 24 mois, c'est suffisant pour la formation? Oui, tout à fait. Alors, il y a des personnes qu'il faut reprendre à la base parce que nous avons, par exemple, des personnes qui sont autistes et qui ont du mal à se projeter dans les 24 mois. Donc, pour eux, ils sont là et ils espèrent y rester puisqu'ils aiment bien avoir un cadre. Donc, c'est un peu l'angoisse du départ. Alors, on prend le temps avec les encadrants, les éducateurs, pour les amener à se dire qu'effectivement, ils peuvent avoir un emploi ailleurs que chez nous. Mais déjà, c'est un premier pas. Voilà. Isabelle, est-ce que la formation, l'apprentissage, entre autres, c'est déjà un premier pas vers l'autonomie? Ah oui, là, je pense que c'est essentiel. Et justement, là, j'ai rencontré récemment Madame Handicap du ministère de l'Agriculture, mais pour l'enseignement, justement, pour accompagner donc les élèves en situation de handicap. Donc déjà, dès la scolarité, il y a donc de nouveaux métiers maintenant, des auxiliaires de vie scolaire qui sont spécialement attachés aux élèves en situation de handicap, avec des plans, il y a tout un truc qui est organisé avec le CPE, tout ça. Donc, dès la scolarité, ils sont pris en charge. Alors, je voudrais quand même rappeler un point qui est important, c'est que l'handicap, on ne le voit pas systématiquement en regardant la personne, que l'handicap, il a de multiples facettes, et que, justement, chez les enfants, il y a déjà la dyslexie, sous toute sa forme, dysorthographie et tout, qui est la principale... c'est le principal handicap des enfants, mais il existe aussi de plus en plus des handicaps psychologiques et locomoteurs, même sur des enfants. Alors on parlait d'éducation, donc je me tourne vers vous. Christine, il y a des choses, des actions qui sont mises en place au sein de l'Académie de Corse, je suppose. Oui, tout à fait. Nous accompagnons les personnels en situation de handicap. Dans un premier temps, nous leur demandons de déclarer leur handicap. Alors, il faut lutter contre une croyance, parce que certains personnels hésitent à déclarer leur handicap en se disant « mais est-ce que je ne vais pas perdre mon travail ?» Alors, il faut vraiment lutter contre cette croyance et nous envoyons un message fort
nous effectuons une communication interne et externe qui permet de rassurer ces personnels et de leur dire non, au contraire, vous déclarez, vous octroie un certain nombre de droits. Est-ce que ce n'est pas un peu le parcours du combattant? Parce qu'alors là, je me dis, quand on est salarié d'une administration, ou en tout cas dans la sphère publique, on peut avoir vraiment un accompagnement, on peut être aidé, il y a des moyens, des structures, des dispositifs qui existent. Mais pour les salariés du privé, ils se tournent vers qui, vers quel organisme? Je pense qu'ils ont un médecin du travail, donc un médecin de prévention qui est quand même la personne clé et la première personne, puisque c'est elle qui va expliquer aux salariés qu'il a peut-être intérêt à se faire une reconnaissance de travailleur handicapé, qu'il sera par la suite accompagné, qu'il aura un poste de travail aménagé. Donc je pense que dans le privé, ça existe aussi. Et le fonds de financement existe aussi. De la même façon. Vous parliez des craintes, Christine. Aujourd'hui, quels sont, je vous pose la question à toutes les trois, quels sont les blocages, selon vous, qui empêchent l'emploi de personnes handicapées du côté de l'employeur, déjà? Le regard sur l'handicap. C'est le regard sur le handicap. Tout simplement, j'ai envie de dire. Ah oui, c'est le regard sur l'handicap. Avoir l'impression que les personnes sont moins différentes, mais pas seulement différentes, moins travailleuses que les autres. Parce que quand vous proposez parce qu'en fait c'est ce qu'on fait, hein, on leur dit voilà, nous on a tant de travailleurs handicapés, j'ai quelqu'un qui pourrait cadrer avec l'offre d'emploi que vous avez. Ah oui, non mais moi j'ai besoin de gens... Ils ont peur que le rendement ne soit pas assez important, exactement, c'est tout à fait ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Ou alors que les gens soient tout le temps malades. Moi j'ai des employés actuellement, je les ai depuis à peu près 10 mois. J'ai eu 2 arrêts de maladie. Oui. Voilà, je veux dire, c'est pas des gens moins volontaires, c'est pas des gens qui s'écoutent plus, c'est des gens qui font comme les autres. En plus, sur les arrêts de maladie, je pense qu'on peut faire une généralité. On est bien d'accord. non mais si vous voulez, c'est aussi le regard de l'employeur privé sur les travailleurs handicapés. Ils se disent ce qu'ils vont être capables de faire comme les autres, surtout dans la restauration. On sait quels postes peuvent être adaptés. Il est évident que quelqu'un n'ira pas dans une paillote. Les gens qui sont chez moi, je ne vais pas leur trouver un boulot dans une paillote. Ça sera fatigant pour plein de raisons, de toute façon. Mais ils sont tout à fait capables. Moi, on a un restaurant, puisque c'est la table de Mina, c'est un restaurant d'application. On n'est pas une école hôtelière. Non, mais je tiens à le préciser parce que on a un service, on veut rendre un service, c'est pas une école hôtelière. Puis il y aura forcément des petits ratés par moment, mais ils sont en apprentissage. Bien sûr. Mais vous avez un vrai service et c'est des gens qui sont tout à fait capables de tenir un poste dans un vrai restaurant, entre guillemets. Pascal, comment vous recrutez vos élèves? Alors nous passons principalement par Cap Emploi. D'accord. Les gens viennent nous voir parce qu'ils ont entendu parler de nous. Ils ont soit des enfants, soit ils sont eux-mêmes en situation de handicap. Et nous, ce qu'on fait, parce que nous ne sommes pas médecins, et il faut une fois qu'il y a eu la reconnaissance travailleur handicapé, je pense qu'il faut quand même une vraie expertise de la personne par rapport au travail qui est fait chez nous. Il est évident que, suivant les pathologies, quelqu'un qui a une grosse pathologie au niveau de la colonne vertébrale ne pourra pas tenir un service. C'est protéger la personne. Donc il passe par Cap Emploi, avec qui on a un vrai partenariat. Hein. C'est vraiment des gens qui sont, pour moi, essentiels. Et eux nous font l'expertise médicale avec tous les moyens qu'ils ont pour eux. Et ensuite, ils nous adressent les dossiers. Isabelle. Ah oui, je voulais justement rebondir sur Cap Emploi, puisque maintenant la fonction publique s'ouvre contractuellement et donc fait appel aussi à Cap Emploi. D'accord. Christine, comment on adapte justement un poste au handicap? Alors, un poste de travail. L'adaptation du poste de travail peut se faire à différents niveaux, tant en termes de matériel. Donc là, nous demandons... les personnels passent une visite médicale. Le médecin de prévention a un rôle essentiel en termes de préconisation. Et les aménagements sont faits par nos partenaires externes qui sont les SAMET de Corse du Sud et de Haute-Corse. Alors les SAMET... ça, c'est la partie, pardon, excusez-moi, je vous coupe. SAMET, non, allez-y. SAMET. Service... du moins leur mission, en fait. Alors, la mission du SAMET, ce sont des organismes qui accompagnent les personnels en situation de handicap et qui se déplacent, qui vont
je dirais... faire un état des lieux. Faire un état des lieux du poste de travail et trouver les meilleurs équipements pour que les personnels puissent fonctionner et compenser le handicap. D'accord. Ici, la SAMET est au sein de Cap Emploi. Et donc, moi, justement, j'ai vu la SAMET la semaine dernière. Donc, en un premier temps, ils vous font une fiche pour déterminer tous vos besoins. Ensuite, on passe par l'ergothérapeute si besoin. Ils prennent la photo et ils vérifient tout sur votre poste de travail, ou même à domicile si vous êtes en télétravail. Et ensuite, il y a l'aspect financier, c'est-à-dire c'est le fonds qui finance, le fonds d'insertion. D'accord. Vous vouliez poursuivre, Christine. Je voulais rebondir en disant que dans les administrations, nous avons un budget dédié au handicap qui va servir à aménager les postes de travail, donc tant en termes de matériel qu'en termes de formation également. Hein. L'aménagement du poste de travail, c'est une chose, mais il y a également ce fonds qui permet à l'employeur de financer des formations. Oui, enfin, vous faites bien de le dire, Christine, parce que le handicap n'est pas la fin de l'évolution de carrière pour la personne. Ah, pas du tout. Isabelle. Alors moi, j'ai... Pour vous. Moi, je suis rentrée dans l'administration d'abord à l'Éducation nationale comme maître auxiliaire et ensuite à l'Université de Corse. Puis j'ai intégré le lycée agricole de Sartène où j'ai été titularisée qu'en 97. Et ça fait 15 ans que j'ai la reconnaissance de travailleur handicapé et j'ai continué ma carrière à progresser normalement, je dirais. Oui, ça ne nuit pas à l'évolution, évidemment. Normalement. Quand j'ai eu besoin d'être en télétravail, j'ai été en télétravail. Et maintenant, je suis en poste à la DRAF parce que je ne peux pas me déplacer, faire des heures de voiture pour aller enseigner à Sartène. Donc je suis définitivement à la DRAF de Corse. Et ça a été dans le cadre de ma reconnaissance de travailleur handicapé et de l'aménagement de mon poste de travail. Mais si je peux me permettre, il y a beaucoup d'administrations. Enfin, moi, je viens de la Banque de France. J'ai travaillé 38 ans à la Banque de France. Il y a une mission handicap qui a été créée à la Banque de France et qui, effectivement, a mis des fonds bien spécifiques, parce que nous, on n'est pas vraiment administration, en fait. Enfin, on n'était pas administration. Et ces fonds... servent à envoyer des médecins et des ergothérapeutes, à acheter du matériel, et pour que ça aille plus vite, en fait. Et la mission handicap à la Banque de France, c'est comme la mission handicap à Orange ou quoi, il y a une vraie prise en compte maintenant du handicap qui n'était pas encore faite il y a une dizaine d'années. Parce que dans les administrations telles que ministères, et vôtres, oui, mais dans les administrations public ou semi-public, il n'y avait pas une vraie prise en charge du handicap. On savait qu'il y avait des travailleurs handicapés, on essayait d'aménager les postes de travail, mais ça n'allait pas plus loin, en fait. Alors oui, d'autant plus que c'est une obligation légale. Maintenant, c'est une obligation légale, tout à fait. C'est 6% pour tout établissement. C'est 6%. De plus de 20 employés. C'est très récent. Enfin, c'est 87, mais les conditions ont été durcies en 2005. Voilà. Et le Premier ministre a parlé de 18% de la population qui a été en situation de handicap. Tout à fait. Allez, je vous propose de regarder un petit clip de prévention, enfin sensibilisation surtout. On regarde. Lucie repousse ses limites chaque jour. Lauréate d'une bourse L'Oréal UNESCO, doctorante en chimie, championne du monde de handi-escalade, le handicap n'a pas empêché Lucie de développer ses compétences. Aider les personnes à développer leurs compétences sans limite, c'est la vocation de l'ADAPT, qui œuvre au quotidien pour l'insertion sociale et professionnelle des personnes handicapées. Du 19 au 25 novembre, soyons tous concernés par la 22e semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. Voilà, alors c'est le petit clip de cette semaine. On rappelle en Corse, la préfecture de Corse, en partenariat avec la Directe, l'Agence régionale de santé et différentes directions régionales et organismes d'insertion pour les personnes handicapées, organise des tables rondes, des débats tout au long de la semaine sur la thématique « Stop aux inégalités, le handicap n'arrive pas qu'aux autres ». Il y a au sein du handicap, parce que là on voit une jeune femme s'exprimer, des inégalités dans l'inégalité, j'ai envie de dire. Ah oui, dans l'handicap, c'est sûr. Voilà. Quid des femmes, de l'emploi et du handicap? Isabelle, qui se lance? Nous, spécialement, Pascal, alors. Sur 12 travailleurs handicapés que nous avons embauchés, il y a 3 hommes.
D'accord. Voilà, donc... Alors, vous ne croyez pas si bien dire, parce que l'accord, c'est une exception, oui, puisque au niveau national, ce sont les femmes qui sont le plus pénalisées par le chômage, les femmes en situation de handicap, alors qu'encore, c'est un petit peu l'inverse. Donc vous pouvez le vérifier, en tout cas sur le terrain. Ah ben nous, chez nous aussi. Nous, on a 3 femmes en RQTH sur notre site à la DRAF. Pour les employeurs ou futurs employeurs qui nous regardent, on peut dire qu'il existe, on en a un petit peu parlé, des aides financières, des dispositifs d'accompagnement pour inciter à l'emploi handicapé. Alors comme on l'a cité, un Cap Emploi, on dit pas que les AGFI. Isabelle Pascal, un mot sur ces structures. Alors je sais que pour la fonction publique, il y a le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique. Qui finance tout ce qui est préconisé donc par le médecin de prévention. Christine, sur l'accompagnement des employeurs, il ne faut pas qu'ils aient peur justement pour combattre un petit peu ces idées reçues, cette méconnaissance de la condition handicapée. Alors déjà, une personne en situation de handicap est recrutée pour ses compétences. Donc il y a une adéquation entre la fiche de poste et les compétences de la personne qui est visée. Le handicap, on le gomme. Il ne faut pas opposer les personnes valides et les personnes handicapées. Absolument. On recrute sur un critère de compétence. De compétence, et non pas de conditions physiques ou mentales. Et l'aménagement du poste de travail permet à la personne en situation de handicap de fonctionner et de travailler comme tout un chacun. Allez, mesdames, on arrive au terme de l'émission. Une mesure prioritaire à prendre. Rapidement, à vous trois. Allez-y, lancez-vous. Pascal. Faire connaître aux gens des travailleurs handicapés pour bien montrer aux futurs employeurs qu'un travailleur handicapé est tout à fait capable de travailler comme les autres, avec un poste aménagé, certes, mais il est capable de fournir le même travail que quelqu'un qui n'est pas reconnu travailleur handicapé. Bon, ça sera le mot de la fin. Merci, mesdames. Merci beaucoup. On est obligé de rendre l'antenne. Allez, on se retrouve dans un instant, juste après le journal, pour la 3e et dernière partie de l'émission, avec l'association Les Chevaliers du Ciel, association qui vient en aide aux enfants. Et il y aura également Eve Gaël Madec, interprète en langue des signes, qui signe toute la 3e partie, un dispositif exceptionnel sur Via Steel. À tout de suite.